Et si l'histoire qu'on nous raconte, celle des grands titres et des manuels, n'était en fait qu'une partie du tableau? On va plonger aujourd'hui dans un récit où la géopolitique, elle rencontre le symbolique, et où de simples noms de lieux pourraient murmurer des vérités bien plus anciennes. Quand on observe les grands conflits mondiaux, est-ce qu'on assiste juste à des jeux de pouvoir, à des luttes d'influence, ou est-ce qu'il y a des forces, disons, plus profondes, qui sont à l'œuvre? C'est la question qu'on va creuser ensemble. L'idée ici, c'est d'imaginer un instant que les noms des lieux ne sont pas le fruit du hasard, mais qu'ils portent en eux une signification, une sorte de code. Et pour explorer ça, on va se pencher sur deux îles absolument stratégiques du Golfe Persique. Deux îles qui sont peut-être bien plus que de simples points sur une carte. Alors, on commence avec la première, l'île de Karg. C'est un nom qui, pour beaucoup, est synonyme de pétrole. C'est un hub, un nœud vital pour l'économie mondiale. Mais et si ce nom, lui-même, était une sorte de message, un avertissement? Le nom Karag, à première vue, semble purement géographique. Sauf que, si on le retranscrit en hébreu, on tombe sur un mot qui existe vraiment, Karag. Et sa signification, vous allez le voir, est d'une pertinence assez troublante. Ce n'est pas juste un mot, c'est un concept puissant qu'on retrouve dans les textes bibliques. Ça évoque un moment de rupture, un effondrement des certitudes. C'est le moment où les cadres, qu'ils soient politiques, sociaux ou même personnels, finissent par céder sous la pression. Les murs qu'on pensait inébranlables, ils se fissurent. Et si on creuse encore, la racine de ce mot nous emmène plus loin. Parce que franchir une limite, ça implique forcément une rupture, une instabilité. Pensez-y une seconde. Quelque chose qui sort de son cadre ne peut que trembler, vaciller. C'est presque une loi de la physique de la crise. Et c'est là, vraiment, que le lien avec le langage prophétique devient saisissant. Dans ces textes, les tremblements de terre sont rarement de simples catastrophes naturelles. Ils symbolisent un jugement, une secousse divine qui arrive précisément lorsque les nations franchissent la limite, lorsqu'elles sortent du cadre qui leur était assigné. On retrouve là un écho direct du nom de Kargouf. Bon, si Karj nous parle de franchir la ligne, qu'est-ce que peut bien nous révéler notre deuxième île, Keshm, cette gardienne du crucial détroit d'Ormuz? Son histoire à elle nous plonge dans une toute autre dimension symbolique. Bien avant de s'appeler Keshem, cette île portait un nom persan très ancien, Abar Kavan. Et ce nom est tout sauf anodin. Il porte en lui la mémoire d'un héros mythique, et surtout d'une révolte fondatrice. L'histoire de Kavev le forgeron, c'est vraiment au cœur de l'identité iranienne. C'est le récit de l'homme du peuple qui se dresse contre un tyran démoniaque, et qui transforme son simple outil de travail, son tablier de cuir, en étendard de la liberté. C'est un symbole incroyablement puissant de la lutte pour la souveraineté face à l'oppression. Et attention, cette île n'était pas juste un mythe. Les anciens géographes la décrivaient comme un carrefour commercial florissant, un lieu d'abondance, et surtout une source d'eau vitale pour tous les navigateurs. Un lieu de pouvoir bien réel qui faisait écho au symbole de révolte qu'elle portait dans son nom. Alors, récapitulons. On a deux îles, deux noms et deux symboles très forts. Franchir la limite d'un côté et la mémoire d'une révolte de l'autre. Mais au fait, les îles en général, qu'est-ce qu'elles représentent dans ce fameux langage prophétique? Dans la Bible, les îles, ce ne sont pas juste des bouts de terre. Elles représentent les frontières du monde connu, les avant-postes où les nations se rencontrent, font du commerce, mais aussi s'affrontent. On pourrait dire que ce sont les scènes de théâtre où se jouent les grands drames de l'histoire. Et le prophète Ésaïe ne s'y trompe pas. Il s'adresse directement aux îles. Il leur demande de faire silence, comme pour leur dire « Attention, soyez les témoins de ce qui va se passer, parce que l'histoire est sur le point de basculer ». Chez Ézéchiel, cette connexion est encore plus parlante, presque moderne. Les îles, ce sont le pouls du commerce mondial. Leur état, qu'il soit de prospérité ou de consternation, reflète directement la stabilité ou la chute des grandes puissances. Une idée qui résonne étrangement avec l'importance stratégique du détroit d'Ormuz aujourd'hui, n'est-ce pas? Et puis, dans les visions apocalyptiques, l'image devient carrément radicale. La disparition des îles, ce n'est plus juste un changement géopolitique, c'est la fin d'un monde. C'est l'ordre établi qui se dissout complètement, le symbole ultime de la rupture. Bien, maintenant, il est temps d'assembler les pièces de ce grand puzzle. On a d'un côté la géopolitique brûlante du Golfe Persique, et de l'autre, ce langage symbolique, prophétique. Qu'est-ce qui se passe quand on superpose les deux? Ce tableau, il nous montre bien ces deux réalités qui coexistent, qui se déroulent en parallèle. D'un côté, une lecture purement stratégique, une histoire de pétrole et de contrôle de passage maritime. Et de l'autre, une lecture symbolique qui nous parle de limites qu'on franchit et de mémoire de révolte. Deux narratifs qui se jouent au même endroit, au même moment.
Le but ici, ce n'est surtout pas de distribuer des rôles, de dire qui sont les bons et les méchants. C'est de proposer une autre perspective. Et si ce qu'on perçoit comme une crise géopolitique était en fait, à un autre niveau, les contractions d'un monde en pleine transformation. Un cadre qui se brise pour laisser place à quelque chose de nouveau. Et ça nous amène à la question finale. Est-ce qu'on est juste les spectateurs de tensions politiques lointaines? Ou est-ce qu'on sent, nous aussi, au fond, que les cadres de notre propre monde, nos certitudes, nos équilibres, sont en train de se fissurer? Peut-être que toute notre époque, tout ce que nous vivons, peut se résumer à ce seul mot hébreu, karag, le moment où l'on franchit la ligne.